Bonjour à toutes et à tous. Merci Bonjour. de vous être réveillés tôt pour certains et de rejoindre ce webinaire. Alors, il est particulier parce que c'est la première fois que je fais un webinaire avec Sabine, mon épouse. Et Euh, moi, c'est la première fois aussi. voilà, donc on est confinés pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai qu'on vit une période historique, puisque, allez, en gros, la moitié de l'humanité est confinée chez soi. En France, ben, on l'est tous, en principe, hein. Ça signifie finalement une perte de certaines de nos libertés, une perte provisoire, hein, bien sûr, mais également des très très nombreux changements dans dans nos habitudes, qui, ce qui signifie aussi des craintes, des craintes que ce soit pour sa famille, que ce soit pour son travail, que ce soit pour son entreprise, pour ses proches. Et puis, ce qui est très particulier aussi dans cette crise sanitaire, bah, c'est l'incertitude qui prévaut, l'incertitude quant à savoir quand et comment tout ça va se terminer. Alors évidemment, selon les situations dont on vit le confinement, situation matérielle, d'environnement, de lien avec ceux avec lesquels on est confiné, eh bien, on peut vivre un stress plus ou moins fort. Et ce qu'il faut tout de suite intégrer, c'est que quand on est sous stress, bah, on fonctionne pas de la même manière. Et notamment, bah, on a tous des qualités, et sous stress, bah, on dit qu'on a les défauts de ces qualités. Autrement dit, on a l'extrême, l'excès de ses qualités. Et cet excès de ses qualités, bah, ça peut être un piège. Et ce piège, c'est, je vais prendre un exemple, si on est exigeant, bah, sous stress, on va devenir probablement pointilleux, si on n'y prend pas garde. Si on est actif, bah, sous stress, on va être hyperactif. Alors être hyperactif, là où on peut rien faire, c'est compliqué quand même à vivre. Et que si on est franc et direct avec les autres, bah, sous stress, on risque d'être assez brutal dans sa façon de dire les choses. Tout ça, ça peut entraîner des situations conflictuelles difficiles à vivre en communauté. Donc c'est pour ça que c'est important, d'une part, de savoir gérer son stress, et d'autre part, si on ne le gère pas bien, ben, on peut arriver de surcroît au-delà des exemples que je viens de donner, on peut arriver à des situations beaucoup plus difficiles et qui mettent en danger la santé. Donc, euh, on va démarrer le webinaire, s'il veut bien, tiens, s'il veut bien avancer. Voilà. Voilà. Sabine, tu te Oui. présentes en deux mots? Alors, moi, je suis coach sportif et bien-être. Je donne à la fois évidemment des cours physiques, notamment surtout en pilates. Mais je fais aussi des interventions sur la gestion du stress, aussi bien en individuel qu'en entreprise. Et ça depuis maintenant 8 ans. Et avant, j'avais une salle de remise en forme. Et encore avant, pendant 20 ans, j'ai pas du tout été dans le sport. J'ai travaillé en entreprise, dans la gestion, l'animation commerciale. Voilà mon parcours. Et Voilà. Xavier, Et moi, je toi? suis coach de dirigeant et de manager. J'ai, après un parcours en entreprise, de manager puis de directeur général d'une ETI, d'une grosse PME, je suis devenu coach donc depuis 2012, certifié par l'International Coach Federation. Et donc, j'accompagne des dirigeants, des managers, des équipes en coaching et en conseil et en formation. Voilà, tous les deux, on habite dans le nord de la France et on est passionné de montagne. Vous imaginez bien que pour le moment, on devrait d'ailleurs y être en ce moment. Oui, on aurait dû partir ce soir. Voilà, et donc ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est à la fois de vous faire comprendre les mécanismes du stress, comment ça fonctionne, et surtout, important, de vous donner des outils pour le détecter, pour apprendre aussi à le gérer, pour éviter donc d'en arriver à la situation extrême de stress qui est épuisant et qui finit par nous impacter énormément sur notre santé.
Donc, et après, évidemment, il y aura un temps pour répondre à vos questions. Alors, si bien sûr, on va vous donner pas mal d'éléments. Si vous voulez aller plus loin, bah, vous n'hésitez pas à nous contacter après par mail. Les adresses mail sont là, on donnera à la fin aussi pour qu'on puisse vous apporter des réponses individualisées. Voilà. Donc, au niveau du contenu du webinaire, on va vivre quatre moments. D'une part, on va parler du stress. C'est quoi le stress, hein, donner la définition. Et puis, expliquer, c'est un mécanisme en fait. Hein, donc, expliquer comment ça fonctionne, hein, comment le déséquilibre s'installe, à la fois en identifiant les symptômes du stress, c'est-à-dire les conséquences du stress, et puis surtout en allant repérer les facteurs du stress, ceux sur lesquels on va pouvoir agir aussi. Et on pourra également, bien sûr, vous donner des clés pour découvrir, sachant que chacun a son propre mécanisme déjà, mais des clés pour découvrir aussi d'autres outils, d'autres pratiques pour retrouver l'équilibre. Et enfin, on aura 2 petites séquences de relaxation et de respiration avec cette. Donc, alors je vais reprendre une définition qui est la définition des accords de cadre européen 2004 par rapport surtout au stress au travail. Bon, c'est vrai il y en a plein de définitions, disons que ça c'est une officielle. Alors, le stress, c'est en fait donc un état accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux et qui résulte du fait que donc on se sent inapte à combler certains écarts entre ce qu'on souhaite ou les attentes de certaines personnes, ça peut être professionnel ou notre environnement familial, et donc nos compétences et nos possibilités d'y arriver. Donc c'est cet écart qui va engendrer cette situation de stress, et il faut savoir que le stress, comme le disait Xavier tout à l'heure, c'est vraiment un mécanisme au départ, donc une réaction, une adaptation de notre corps. Donc les mots importants, hein, c'est un état, il y a des signaux, donc c'est bon, ça veut dire qu'on peut les observer. C'est une perception, c'est pas une réalité, c'est une perception. Et c'est la perception d'un écart. Et alors, le stress, c'est la vie, hein, déjà. C'est-à-dire que finalement, le stress, ça nous permet de nous adapter au changement. À l'extrême, même si c'est bizarre de dire ça, mais l'extrémité du stress, c'est le burn-out. Quand il y a quelqu'un qui est en burn-out, c'est une adaptation en fait à une situation. C'est le corps qui dit stop, ça suffit, j'arrête, je me lève plus. Hein, donc mais c'est un réflexe de survie en quelque sorte. Donc c'est une réaction normale et positive qui sert à mobiliser notre potentiel d'action. Et comme je viens de le dire, c'est nécessaire finalement à notre survie. Donc c'est OK, c'est intéressant que le stress existe. Maintenant, attention, c'est l'abus du stress ou son mauvais usage qui peut nous causer des problèmes, des difficultés, endommager le corps et altérer nos facultés mentales. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir le maîtriser. Il y a 3 phases dans le stress, dans le développement du stress. La première phase, c'est comme on voit sur le petit dessin, là, le monsieur va recevoir une pile de documents sur la tête, il le voit, donc forcément, il ne va pas rester là. Donc, il va mobiliser toute son énergie pour se sauver, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on va mobiliser aussi si on doit, par exemple, courir en finale des Jeux Olympiques, un 100 mètres en moins de 10 secondes. Pour ceux qui font ça, ben, ils vont mobiliser toute leur énergie. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a des chances de battre notre corps, en quelque sorte, grâce à ça. Mais ça, c'est pour courir le 100 mètres. Et parfois, ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc, on rentre dans une phase qui s'appelle la phase de résistance. Et là, c'est pas le 100 mètres qu'on va courir, c'est le marathon. Et donc, cette fois-ci, il va y avoir d'autres réponses biologiques, hein, que Sabine va expliquer tout à l'heure, qui vont permettre à l'individu de résister dans le temps. Donc là, on rentre en résistance. Et on sait le faire. Voilà. Jusqu'à, si ça dure encore trop longtemps, bah, une troisième phase qui est la phase d'épuisement.
où cette fois-ci, le corps dit stop, terminé, il ne peut plus, il y a le drapeau blanc là, et l'individu est incapable de faire face au stress. Donc s'il y a ces trois phases-là, évidemment, l'objectif, c'est pas vivre les trois phases, hein, ça va de soi. Alors, oui. Hop, alors attends, je vais aller trop loin. Voilà. Alors voilà, donc justement les réactions, donc comment ça se passe physiologiquement dans notre corps et pourquoi ça se passe comme ça. Alors en phase d'alarme, d'abord il faut savoir que cette phase d'alarme est très courte, hein, c'est quelques secondes à quelques minutes, mais jamais plus. Donc au niveau de notre cerveau, quand justement notre petit bonhomme voit la pile de bouquins lui tomber sur la tête, notre cerveau donne un signal de stress et du coup ça va créer de la noradrénaline. Donc pour justement stimuler, c'est via notre système nerveux sympathique, donc le système nerveux qui stimule les réactions dans notre corps. Donc noradrénaline qui va permettre justement au cœur de s'accélérer, qui va permettre de développer davantage de glucose au niveau du foie pour stimuler notre énergie, éventuellement s'il faut courir, s'il faut faire appel à nos muscles. Après aussi, donc, au niveau des poumons, la respiration, le rythme respiratoire aussi va s'accélérer. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Et ensuite, donc, on va avoir la phase de résistance, donc là qui est plus longue, hein, qui peut durer quelques heures, voire quelques jours. Où là, donc en fait, c'est un effet de rétrocontrôle. Donc, on a sécrété de la noradrénaline. Et si on sécrète de la noradrénaline tout le temps, eh ben notre corps, c'est comme un cheval qui s'emballe, notre corps va être en sur-régime, il va plus savoir revenir à la vitesse normale. Donc, du coup, normalement, en phase de résistance, il y a donc la cortisol qui va venir agir en contrepartie de la noradrénaline. Et ça va permettre donc justement de rabaisser la, comment dire, l'activité de notre corps, de revenir à un régime normal. Donc ça, c'est en phase de résistance. Normalement, dans ce cas-là, la situation de stress doit se passer et tout revient normal. Mais si la situation de stress ne se passe pas, au bout d'un certain temps, il n'y a plus cet effet de rétrocontrôle de la cortisol. Le cerveau et les capteurs ne fonctionnent plus. Et si bien que c'est toujours l'adrénaline qui est sécrétée et qui est là en surpuissance dans notre corps, et d'où après des effets néfastes sur le corps, au niveau cardiaque, au niveau donc digestif, au niveau donc hypertension artérielle, trop de sucre aussi, et puis problème de sommeil, puisque évidemment on est toujours en suractivité, et puis on en vient à l'épuisement. Bon, belle sympa que tu nous racontes, Sabine. Donc, première étape, vous voyez que c'est de la mécanique en fait, hein. Le corps est quand même assez étonnant. Donc, la première étape, c'est dans le stress, c'est de commencer par le mesurer. Donc, c'est prendre sa température en quelque sorte. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens en fait de prendre sa température. Le premier, d'ailleurs, on va lancer un petit sondage. Voilà, que je vous propose, c'est de mesurer tout simplement sur une échelle. Alors là, on vous propose une échelle on appuie sur lancer peut-être, de 1 à 5, de mesurer votre propre stress. Donc c'est une question de ressenti, hein. Donc si en principe vous devez voir apparaître le sondage en question. Voilà, je crois que vous commencez à répondre super. Donc de 1, vous n'êtes pas du tout stressé et 5, vous êtes super stressé. D'accord? Et ça, ça peut être une échelle de 1 à 5, de 1 à 10. Quand je fais des coachings, on démarre sur ce sujet. C'est une façon de mesurer qu'est-ce que la personne ressent à ce moment-là. Et puis à la fin du coaching, on refait une mesure. Il y a un deuxième moyen, Sabine. Voilà, tout à fait. Donc, il y a un deuxième moyen. Donc,
Le questionnaire de Cohen et Williamson. Donc là, ça va être un questionnaire assez rapide puisqu'il y a 10 questions. Donc ça permet d'aller assez vite. Même chose avec une échelle de 1 à 5 de notes. Et par rapport à ces 10 questions, et ce sont des situations, hein, et donc vous répondez à ce moment-là comment vous vous sentez par rapport à cette situation-là. Donc vous avez une note finale et donc là, cette note finale vous dit si vous êtes à quel niveau de stress vous en êtes, si vous n'êtes pas du tout stressé, si vous êtes moyennement stressé ou très stressé. Ok, alors peut-être vous êtes 87% à avoir répondu au sondage, donc il y en a un qui n'est pas stressé, donc bravo. Hein. Il y a 33% qui sont en stress niveau 2, donc ça c'est voilà, c'est ok, hein, c'est normal d'être un peu stressé. C'est une situation, Il y en a 43% qui disent ressentir un stress niveau 3. Donc là, voilà, attention, c'est intéressant quand même de regarder si c'est du bon stress ou pas. Donc, on va c'est quand regarder même ça près de la ensemble. moitié. Hein. Quand même près de la moitié. Et puis 5% au niveau 4 et 5% au niveau 5. Donc, voilà. Donc là, important aussi de bien gérer ça. Et j'espère qu'on pourra vous apporter surtout des solutions et des idées. Ok. Et ce qui est important aussi, d'ailleurs, c'est même si vous n'êtes pas stressé, c'est de comprendre comment ça marche parce que vous pouvez être entouré par des gens qui sont stressés. Donc c'est aussi c'est important de comprendre le fonctionnement effectivement de tout ça pour pouvoir aussi accompagner les personnes autour de vous. Alors au niveau des symptômes qui sont aussi des signaux hein, en dehors de la mesure, d'automesure, qu'est-ce que vous pouvez observer chez vous ou chez les autres? Voilà, oui. Il y a donc plusieurs niveaux de symptômes et c'est vrai que l'idéal, c'est de bien connaître ces symptômes et de pouvoir les détecter le plus tôt possible pour pouvoir agir le plus tôt possible, évidemment. Donc, c'est des symptômes évidemment physiques ou psychologiques. Là, c'est quelques exemples des symptômes les plus courants. Bon, je prends l'exemple du mal de dos, ça arrive très fréquemment, le mal de dos. Hein. On dit quand on en a plein de dos, il y a toujours des raisons. Un signe précoce, le détecter précocement, c'est d'avoir une gêne au niveau du dos sans avoir mal, sans ça nous empêche de faire de l'activité ou de dormir, d'être en position assise, etc. Après, plus avancé, c'est des douleurs dans le dos qui commencent quand même à être beaucoup plus fréquentes et gênantes. Et les signes là, vraiment de ces signes graves, ça va être le dos, quand on se coince le dos, les lombalgies, etc. Hein. Alors attends, on me signale qu'on est toujours sur le sondage, c'est-à-dire qu'il faut que je le ferme en fait. Ouais. Donc voilà. Merci. Okay. Voilà. Donc je continue. Donc voilà, après, même chose pour la fatigue mentale. Quand on se sent fatigué mentalement, mais pas plus, ça va être un signe précoce. Après, quand on commence à avoir un peu mal à la tête, problème de yeux, etc., là, c'est déjà un signe avancé. Et la migraine, là, c'est que aussi, même chose, signe de stress grave. Donc, on va lister ici, vous avez, tous les signes, c'est un petit test aussi que vous pouvez faire, c'est tous les signes selon leur catégorie. Vous allez faire des croix. Petite parenthèse, hein, vous nous enverrez un petit mail, tout ça vous pourrez l'avoir pour le faire tranquillement chez vous. Aujourd'hui, on vous explique juste rapidement tous nos outils, mais si vous souhaitez recevoir tout ça, envoyez-nous un mail et on vous fera parvenir tous ces documents. Donc là, vous avez tous les signes selon leur niveau. Et vous mettez des croix aujourd'hui devant les signes qui vous concernent. Et si à la fin du test, vous voyez que vous avez au moins une croix au niveau dans la colonne rouge à droite, c'est que vous avez quand même un niveau de stress assez important et qu'il faut agir rapidement. Si vous avez en plus aussi à la fois, par exemple, 1, 2, 3, voire 3 oranges, 3 croix dans la colonne orange, là, c'est franchement, on va essayer de vous apporter les outils nécessaires pour que vous puissiez améliorer cette situation.
Et si vous avez, par exemple, 2 ou 3 verts et puis un orange, c'est aussi, il faut toujours agir. De toute façon, il faut toujours essayer de trouver des solutions pour éviter que ça s'accroisse. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous pouvez voir une évolution, justement. Vous le faites à un moment T, à un instant T, et vous le faites un mois après, 2 mois après, et vous voyez l'évolution. C'est ce qui est intéressant dans ce tableau-là. Alors, en fait, le stress, pourquoi il y a comme ça des effets négatifs sur notre corps? C'est parce que certains besoins donc, ne sont plus satisfaits, des besoins essentiels. Par exemple, au niveau du sommeil, qui est souvent un des signes très fréquents au niveau du stress, on a besoin de notre sommeil et l'épuisement, ça c'est si on a des problèmes de sommeil, la journée on n'est pas en forme, manque de concentration, enfin c'est un cercle vicieux. Besoin d'hygiène physique, l'hygiène physique, oui, ça va être une bonne santé, une bonne alimentation, de l'activité physique. Et quand on n'a pas le moral, quand on n'a aucun sens aucune appétence, aucune envie, physiquement, ça ne va pas non plus. Besoin de toucher, c'est possible pour moi. Besoin de toucher, besoin de plaisir. En ce moment, on ne peut pas toucher beaucoup de monde. Oui, non, c'est vrai que besoin d'être touché et de se toucher. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'embrasser, on n'a pas le droit de voir et puis on n'a pas le droit d'avoir des liens sociaux. C'est très dur. Et d'ailleurs, on va passer aussi aux besoins émotionnels et psychologiques. Là, Xavier, vas-y. Oui, on a effectivement, au-delà des besoins physiques, il y a des besoins émotionnels. Donc, le besoin de sécurité émotionnelle, de soutien, d'être soutenu quand on n'est pas bien, le besoin de reconnaissance, quand on fait des efforts. Vous voyez, le personnel médical aujourd'hui, c'est très important de leur apporter de la reconnaissance, le besoin d'accomplissement, de contact, de stimulation intellectuelle. Enfin, tous ces besoins qui sont du registre psychologique et intellectuel sont aussi des besoins qui sont ou pas satisfaits. Et dans la période actuelle, ils peuvent ne plus être satisfaits pendant effectivement un moment. Et enfin, le troisième type de besoins sont les besoins existentiels, comme donner du sens à sa vie, de savoir aussi être seul avec soi-même, de grandir dans la conscience de soi, de laisser sa trace au monde, un certain nombre de besoins qui sont d'un niveau sur comment dire, la pyramide des besoins, qui sont qui sont à un niveau supérieur en quelque sorte. Voilà. Alors, la mécanique du stress. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, et là je vous demande d'être très attentif, c'est un peu plus compliqué, il y a trois composantes. Il y a les stresseurs, il y a la réaction de stress, il y a les conséquences du stress. Et on va rentrer là en quelque sorte, on va ouvrir le capot de la voiture, comme on dit, c'est de la mécanique, donc on va essayer de vous expliquer comment ça marche. Donc, premier point, les stresseurs. Les stresseurs, ils sont de quatre natures. Il y a à la fois des demandes, ces demandes, elles sont internes ou externes, et il y a à la fois des ressources externes ou ressources personnelles. Les demandes internes, je vais y revenir tout à l'heure plus précisément, c'est les injonctions qu'on se fait à soi-même, c'est nos drivers. C'est je dois réussir, je dois être parfait, je dois être fort, je dois me dépêcher, etc. C'est des choses qu'on se demande à soi-même. Il y a aussi des demandes externes, par exemple la charge de travail. On me demande de travailler de telle heure, de temps à temps, etc. Donc, est-ce que c'est supportable ou pas supportable? Sachant que face à ces demandes, il y a des ressources. Et est-ce que j'ai les ressources externes qui conviennent? Ces ressources externes, ça peut être le soutien social, ça peut être son équipe, ça peut être l'environnement professionnel, l'environnement de travail, etc. Et il y a des ressources aussi personnelles, c'est-à-dire est-ce que je suis compétent ou pas pour faire ce que je dois faire. Voilà les éléments, les quatre catégories en quelque sorte, sources de stress. Face à ça, eh bien, il y a une phase de perception, comme on l'a dit tout à l'heure. Le stress, c'est d'abord, avant tout, une perception.
Et on va, ça s'appelle l'évaluation cognitive de la situation, mais en clair, ça veut dire on va faire l'évaluation de cette perception intellectuellement et automatiquement. Et de deux choses l'une, soit on se dit, OK, là on me demande énormément, mais je vais mobiliser mon énergie pour y arriver, et on arrive à la performance. Le fameux coureur de 100 mètres c'est le stress positif. voilà, c'est le stress positif. Ou au contraire, où là, il y a un écart qui est trop important entre mes ressources et les demandes, qui viennent encore une fois de l'extérieur ou de l'intérieur. Et à ce moment-là, on perçoit un déséquilibre ou une tension. Ce déséquilibre ou cette tension, ça se traduit par donc un stress ressenti qu'on sait déterminer sur une échelle, comme on l'a dit tout à l'heure, de 1 à 10 par exemple. Et à ce moment-là, le corps, enfin notre intellect, va rentrer dans un mécanisme d'adaptation. Et donc là, voilà la partie réaction du stress. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Donc le mécanisme d'adaptation, il y a trois façons, on va dire, de s'adapter. La première façon, c'est qu'est-ce que je mets en place comme action ou qu'est-ce que je change comme comportement. Et là, vous voyez qu'il y a une flèche qui revient en arrière, c'est-à-dire on va travailler sur ses demandes internes ou ses demandes externes ou ses ressources externes, pardon, ou ses demandes externes ou ses ressources personnelles. On va agir sur les facteurs de stress. Ça, c'est la première possibilité de répondre. La deuxième possibilité de répondre, on va rentrer dans une réévaluation cognitive de la situation. Et donc là, on va pas changer les choses, mais on va regarder les choses autrement. Pour arriver à ça, eh bien, on en parlera tout à l'heure, et Sabine notamment en parlera tout à l'heure, c'est tout ce qui peut nous aider à voir les choses avec du recul, relaxation, méditation, sport, etc., etc. Et puis la troisième façon, si on n'agit pas là, et si on n'agit pas là, bah, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, entre guillemets, c'est votre corps qui va répondre. Et à ce moment-là, on va arriver à des changements psychophysiologiques avec les signaux dont Sabine a parlé tout à l'heure, et qui vont entraîner une santé altérée jusqu'à ce que, le cas échéant, eh bien, on arrive en burn-out ou en arrêt quoi, de la machine, en quelque sorte. Donc évidemment, l'objectif, c'est pas de laisser faire ça. L'objectif, c'est de travailler ici et ici. Donc, justement, donc pour changer nos comportements ou notre façon de voir le stress, il faut pouvoir déterminer justement d'où vient ce stress et pourquoi on est stressé. Donc, de prendre un peu du recul. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être stressé. Donc, il y a effectivement des événements. C'est dans notre vie, hein, le contexte familial, des événements, mariage, des divorces, des deuils, des pertes d'emploi. Donc actuellement, c'est vrai que on est dans une phase où, au niveau événement de la vie, bah, en plus, il y a beaucoup d'inconnus parce que c'est une période qu'on n'a jamais connue. Donc, c'est effectivement, ça engendre, ça peut être un facteur de stress. C'est un facteur de stress, ça peut être un gros facteur de stress, la situation actuelle. Il y a aussi les autres hein, qui peuvent nous provoquer du stress, soit par leur propre stress, soit par leur demande. Donc, on revient là aux différents facteurs entre la demande, les demandes externes et nos compétences. Après, il y a… Excusez-moi, j'ai ouvert les panneaux de questions. Vas-y, continue. Alors, après, donc, il y a soi-même, hein, c'est ça, ce sont les drivers aussi, et puis aussi ce qu'on fait par rapport à nos envies, notre façon de voir les choses, hein, donc les conflits des valeurs. Aussi, alors radio mental, c'est tourner en boucle, il faut que je sois, ben, c'est toujours les drivers, hein, faut que je sois parfait, il faut que je sois fort, etc. Bon, il y a le temps qui vient impacter sur nos facteurs de stress, le temps, l'organisation du temps, la gestion du temps, et puis les relations, donc les relations à soi, aux autres. Après, donc, ces facteurs
c'est important de les identifier. Donc aujourd'hui, ce qu'on disait au niveau du confinement, les facteurs professionnels, au niveau du travail, c'est compliqué. On a dû s'organiser pour travailler chez soi. Donc, il y a l'organisation, trouver un espace pour travailler, avoir du bon matériel. On est chez soi, donc ça veut dire que si on a des enfants, un conjoint, eh ben, ils sont là, on peut être dérangé. Après, il y a aussi l'organisation par rapport à notre équipe de professionnels, à nos managers ou à notre équipe avec qui on travaille habituellement. Les objectifs, l'organisation de toute cette équipe, comment nous motiver et motiver les autres. Ensuite, tout ce qui est lié aussi donc au manque de liens sociaux aujourd'hui, qui sont en manque différent, on va dire. Il faut les organiser différemment puisqu'on ne peut plus se voir, on ne peut plus aller sur notre lieu de travail. Il y a aussi, il faut non seulement il y a une problématique, il faut que notre société ou là où continue à faire du chiffre si possible, un minimum, mais il y a des clients à satisfaire, il y a des produits à fournir, et puis il y a les collègues à motiver, pas toujours facile à distance, et donc aussi le problème de santé. Et puis toute l'incertitude par rapport aujourd'hui à l'avenir socio-économique. Et donc, pour gérer notre stress, ce qui est important, donc, c'est de lister donc ces facteurs de stress. Aujourd'hui, il y a un outil, on va le voir après, très simple pour avoir une carte, ce qu'on appelle la carte du stress. Ah non, c'est après, voilà, tu fais ça. Ouais. Pardon. On va faire une petite pause. Alors, on va faire une petite pause parce que je crois qu'on vous en a mis pas mal dans la tête déjà. C'est juste, donc justement, on est en période de télétravail pour beaucoup. On est toujours souvent devant notre ordinateur et assis. Et c'est vrai que la posture assise donne des tensions et le travail sur l'ordinateur donne une tension au niveau de la nuque et du cou et du dos. Et donc, on va faire 3-4 petits exercices de stretching. L'idéal, c'est de le faire quand on est assis, de se lever toutes les heures quand on travaille devant son bureau, c'est de se lever au moins 5 minutes par heure. Parce que c'est pour justement éliminer toutes ces tensions. C'est mieux que de se dire je fais 1 heure de sport en fin de journée ou d'exercice et je reste assis 7-8 heures sur ma chaise ou 4 heures d'affilée. Je vais quand même manger, mais je suis assis quand je mange et puis je repars sur mon bureau. Donc, c'est l'idéal, cette discipline de toutes les heures, pendant 5 minutes, je me lève. Alors, on va faire des petits exercices. Donc, vous allez vous lever. Tout le monde se lève. J'espère que vous allez continuer à nous voir. Je vais m'en occuper. Voilà. Donc, premier exercice, on est debout. On va détendre ici les muscles de chaque côté ici de la nuque. Et souvent, on a les épaules levées avec le clavier d'ordinateur et parfois même aussi le téléphone, en plus sur l'oreille. Donc, le principe, je ne sais pas si… c'est bon, on me voit? On ne voit pas ma main. Alors, on voit pas ta main. Non, je m'en occupe. Vas-y. Voilà. Voilà, je m'éloigne. En fait, je m'éloigne. Voilà. On ne voit plus ma tête, mais bon. Alors, donc, ici, vous mettez debout, les bras de chaque côté du corps, vous grandissez, c'est important de bien se grandir. Et puis, donc, vous allez amener votre oreille droite vers votre épaule droite, ici, et avec votre main gauche, de l'autre côté, vous tournez la paume de main vers le sol, vous cassez votre poignet, et vous inspirez, vous grandissez, vous poussez bien le sommet du crâne vers le plafond et vous amenez bien votre oreille contre votre épaule et vous soufflez en poussant votre main vers le sol. Et vous sentez que ça étire ici tout le côté gauche. On étire notre côté gauche du cou. Inspirez, expirez, poussez bien vers le sol. Amenez bien votre oreille contre votre épaule. Continuez, inspirez, expirez encore une fois. Et vous montez tout doucement sur l'expiration.
On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc de l'autre côté, vous amenez votre oreille gauche cette fois-ci contre votre épaule gauche, vous penchez bien la tête, inspirez. Vous cassez votre poignet pour tourner la paume de main droite cette fois-ci vers le sol. Et vous expirez à nouveau et vous poussez bien votre oreille contre votre épaule tout en poussant la main opposée, la main droite vers le sol. Et là, vous étirez tout le côté droit de votre nuque. D'accord? Là, vous le faites 3 fois de chaque côté. Donc, premier exercice. Deuxième exercice, on va étirer à la fois le dos et la poitrine. Là, vous allez vous servir de votre bureau. Vous allez mettre les 2 mains ici devant le bureau. C'est pas grave, de toute façon, je vais me pencher. Vous reculez vos pieds. Vous reculez vos pieds pour avoir le dos plat. Vous mettez bien vos paumes de main à plat sur le bureau, hein, pas sur le bord, à plat sur le bureau. Vous reculez vos pieds, vous gardez les jambes tendues. Et ici, en expirant, vous allez amener la poitrine vers le sol, pousser les fesses vers l'arrière. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Donc, vous ramenez votre nombril vers la colonne vertébrale, serrez un peu vos abdos. Et vous expirez, vous poussez la poitrine vers le sol. Vous amenez la tête entre les bras. On étire à la fois le dos et aussi ici la cage thoracique. Inspirez, expirez. Vous restez 3 inspirations, expirations dans cette position. Et vous ramenez ici les 2 pieds, pardon. Et puis vous le faites encore 2-3 fois comme ça. Dernier exercice, ici, ça va être pour étirer les muscles, ce qu'on appelle le psoas, c'est le haut de la cuisse, les muscles qui relient notre bassin, qui sont fléchisseurs des jambes, qui relient notre bassin et notre fémur, l'os de notre cuisse, qui est toujours, quand on est assis, toujours plié, contracté. Donc, pour ça, même chose, main sur le bureau, vous prenez appui sur votre bureau. Je vais me mettre loin, moi, je ne vais pas me mettre sur le bureau parce que sinon, vous ne verrez pas. Mais je fais comme si j'avais le bureau ici. Je prends appui sur mon bureau. Je recule ma jambe gauche. Je garde la jambe droite devant. Je vais garder la jambe arrière tendue et je plie ma jambe avant. Donc, je recule au fur et à mesure. Mon pied, je me mets de profil, vous verrez mieux. Hop. J'ai toujours mon bureau ici. Hop, je m'appuie sur le bureau. Et là, j'étire. Je sens tout au niveau de ma jambe arrière, le haut de ma jambe arrière. Je pousse le bassin en expirant vers l'avant un petit peu et vous sentez que ça étire le haut de la cuisse. Si ça va, vous restez 3 inspirations, expirations, vous ramenez la jambe et vous changez de jambe. Et même chose, 3 fois de chaque côté. Voilà, ça vous prendra 5 bonnes minutes. Et si vous pouvez le faire toutes les heures, c'est super. Et vous verrez, ça ira. Vous pourrez reprendre le travail alors, avec efficacité. Nous, on va reprendre aussi notre travail. Alors, Sabine, sur alors, on était à la carte, voilà. Identifier alors, je remets, nos facteurs de stress. Je repartage l'écran. Voilà, donc en principe, vous devez retrouver notre écran. Si tout va bien. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder donc, comment on réalise sa carte du stress. Voilà. Hein? OK. Donc, la carte du stress, c'est justement, donc je définis ce qui me demande de l'énergie, ce qui me stresse, et par contre, ce qui me permet de régénérer mon énergie, ce qui me stimule. Donc, on a aussi bien, donc dans les 2 cas, vous faites 2 colonnes et vous analysez dans les événements récents qui sont passés, par exemple, si c'est par rapport à la période actuelle de confinement, évidemment, le confinement, c'est un facteur de stress aujourd'hui, effectivement, mais ça peut être aussi un facteur qui me stimule parce que c'est vrai que, moi, je parle personnellement, par exemple, se retrouver en famille, ça faisait comme ça si longtemps tous ensemble, 24 heures sur 24, c'est aussi, ça procure beaucoup d'énergie et de belles choses. Donc, ça peut être des 2 côtés, vous voyez, des choses qui peuvent être des 2 côtés. Après, bon, il y a les personnes qui vous procurent du stress ou qui vous stimulent, les situations et les activités. Ensuite, donc, vous mettez tout ça sur un beau soleil. Ah, sur
Voilà. Donc, vous êtes au centre, moi, et il y a tous ces éléments que vous avez mis. Donc, vous reliez ces événements, ces personnes, ces actions par un trait vert quand ça vous génère beaucoup d'énergie, c'est positif. Un trait orange quand c'est des choses qui vous demandent, qui vous stressent, qui consomment de l'énergie. Quand je dis énergie, hein, c'est pas l'énergie, vitalité, la force, etc. Hein, c'est qui puise dans votre dynamisme, dans votre optimisme, Qui enfin vous voilà, pompe l'air, qui quoi, pompe l'air, quoi, dit autrement. voilà. Et ce qui vraiment vous cause beaucoup de stress et donc en rouge. Alors, quand on fait cette carte avec des personnes, d'abord, faut la laisser faire, bien évidemment, et ensuite, il faut l'observer. Donc, vous voyez, ici, sur l'exemple, là, on a mis, par exemple, sortir entre amis. Bah, en ce moment, pendant la période de confinement, bah, il n'y en a plus. Enfin, en tous les cas, certainement pas de la même manière. De même que le vélo le dimanche avec son fils ou ses copains, il n'y en a plus non plus. Donc, il y a des bars qui sont supprimés en quelque sorte à l'occasion du confinement. Et quelqu'un qui est stressé, très stressé, eh bien, quand il va dessiner sa carte, va se rendre compte, enfin, l'observation, c'est que les personnes stressées vont avoir beaucoup d'éléments en orange et en rouge, et parfois zéro en vert. C'est-à-dire que tout ce qui a été vert à un moment donné n'existe plus. Parce que quand on est stressé, souvent, il y a ce risque de se renfermer, de perdre, couper les liens, de perdre des occasions de faire des choses. Or, c'est, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est d'abord avant tout une question d'équilibre. Autrement dit, il peut y avoir des traits rouges, des traits oranges, mais s'ils sont compensés par des traits verts. S'il n'y a pas de traits verts, ben, il va falloir y travailler de façon à les recréer. Alors, hop. Et donc, et en effet, parce que par rapport à ce qui se passe, eh bien, il y a deux façons de voir les choses. Hein. Soit on subit, et auquel cas, la réponse, on vous l'a donnée tout à l'heure, hein, c'est le corps qui va apporter lui-même la réponse. Hein. Soit on agit, on dit stop, et on choisit à ce moment-là. On choisit d'intervenir. Alors, comment on fait pour intervenir par rapport à son stress? Bah, d'abord, il faut y penser et repenser. C'est-à-dire, comme on l'a dit, identifier les signaux du stress, identifier les besoins qui pourraient être insatisfaits par rapport à la situation et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ces besoins? Sur quoi je peux agir? Alors, on va commencer, je reviens sur mon petit tableau de tout à l'heure, sur, vous voyez, l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que sur quoi je vais agir, sachant que on peut agir sur ces quatre éléments-là. Mais on va démarrer par les demandes internes. Et il y a une personne qui a posé des questions sur les croyances limitantes. On est ici, en fait. Hein. C'est quoi ces demandes internes? Ça s'appelle aussi les drivers ou messages contraignants. Il y a différentes appellations, mais tout ça, c'est la même chose. Ces messages contraignants, ils sont hérités de notre éducation. Pourquoi? Parce que c'était quand on était plus petit, enfant, eh bien, on observait chez ses parents. Alors, ses parents, c'est son père, sa mère, ça peut être son grand frère, enfin, son environnement proche. Quels étaient ce qui était attendu de nous, c'est-à-dire quelle était la condition sine qua non de l'obtention de la reconnaissance de nos parents. Et on s'y conformait, parce qu'un enfant, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être nourri, tout simplement, il a besoin d'être. Donc, s'il perçoit un message de la part du père ou de la mère, eh bien, il va automatiquement s'y conformer pour s'adapter. Alors, c'est intéressant sur certains points, mais on reste, ça devient un automatisme. Et sous stress, en fait, on va chercher tout simplement sans qu'on s'en rende compte, donc de façon complètement inconsciente, on va chercher des solutions qui ont fonctionné auparavant. Et donc,
puisqu'on s'est conformé aux attentes, aux attentes du père, de la mère, etc., eh bien, automatiquement, quand on est adulte, ben, on va chercher la même solution. Et donc, sous stress, ce sont ces drivers qui régissent finalement notre comportement si on n'y prend pas garde, et bien malgré nous. Et ça peut, il y a des avantages de certains drivers, bien évidemment, mais il y a aussi des gros inconvénients, et notamment sous stress. Alors, on a une combinaison unique de ces messages contraignants, et c'est vraiment important de les connaître pour pouvoir reprendre le pilotage, en fait. Et pour ça, un simple test permet d'avoir une idée claire de cette combinaison. C'est un questionnaire, donc là aussi, on peut vous l'envoyer sur demande, bien évidemment, qui va permettre de déterminer quel est le driver qui agit chez vous, hein, sachant qu'on est tous différents, évidemment, les uns des autres. Il y en a 5 de drivers. Il y a le soi parfait, le soi fort, le dépêche-toi, le fais plaisir, le fais des efforts. Et ce qui sont des injonctions diverses. Et on peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Et le degré d'activité est différent aussi selon les uns et les autres. Alors, sans rentrer trop dans le détail, parce que en soi, c'est une recherche, on va dire, importante sur soi-même, mais j'ai quand même quelques éléments. Sur ces 5 drivers. Soit parfait, c'est quelqu'un qui pense, qui a cette croyance qu'il est important de tout faire parfaitement. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, ben, en gros, quand il revenait de l'école avec une note de 17 sur 20, il voyait le père ou la mère dire, mais attends, pourquoi t'as pas 20 sur 20 ou combien le premier, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, on dit, le réflexe, c'est de dire, il faut être parfait. Et or, la surqualité peut être un écueil, et puis parfois, vouloir trop bien faire prend trop de temps. Donc, ça génère de l'anxiété, et on peut être pointilleux, et on peut être souvent insatisfait de soi-même et des autres, etc. Et à chaque fois, il y a un antidote. L'antidote, là, ça va être sois réaliste, accepte l'idée de ne pas être parfait. Le soi fort, et surtout en ce moment, c'est quelqu'un qui dit il faut que je me débrouille tout seul, qui pense en fait qu'il faut se débrouiller tout seul. C'est pas vrai, c'est une croyance aussi limitante, parce que faire appel aux autres, c'est pas faire preuve de faiblesse en fait. Au contraire, c'est savoir faire preuve d'humilité et le fait que les autres peuvent aussi aider. Donc l'antidote, ça va être sois ouvert aux autres, demande de l'appui. Le dépêche-toi, voilà. Je ne vais pas les passer tous, mais sachez que euh, sous période de stress, et on est en période de stress, ces drivers-là, ils peuvent être en action et entraîner donc toutes les problématiques qui sont expliquées ici. Et jusqu'à des points qui peuvent être des points vraiment d'excès, quoi. Donc il faut travailler sur son driver et reprendre le pilotage de son cerveau, en quelque sorte, tout simplement. Les autres éléments sur lesquels on peut travailler, c'est pour corriger, on va dire, diminuer les facteurs de stress, ça va être les ressources externes. Les ressources externes, c'est comment est-ce que je demande plus de soutien, et comment je demande des ressources. Donc ça va être par la communication notamment, le fait de savoir poser des limites, hein, fixer, exprimer son besoin et ses demandes. Même chose sur les demandes externes, si elles sont trop importantes, comment je peux agir dessus? Est-ce que je peux déléguer des choses? Est-ce que je peux répartir autrement mon temps, prioriser, etc. Il y a plein de réponses, on va dire, qui permettent de traiter cela. Et puis, même chose sur les ressources personnelles. Si je manque de compétences pour faire ce que j'ai à faire, d'abord, est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux me former? Comment je me forme? À quel moment? Etc. Donc, tout ça, ce sont des actions sur lesquelles, des éléments sur lesquels on peut agir. Pour ça, très souvent, bien sûr, la clé, ça va être de savoir poser aussi ses limites et de pouvoir bien communiquer. Alors, vous voyez, si je suis passé vite sur les drivers, mais si vous avez un driver soit fort, c'est-à-dire je me débrouille tout seul, fait plaisir, c'est-à-dire je sais pas dire non, soit parfait, c'est-à-dire je veux en plus que ce soit nickel, et dépêche-toi, vous avez le cocktail parfait entre guillemets, du candidat ou de la candidate au burn-out, parce que là, c'est trop. Et donc, savoir poser ses limites, c'est aussi apprendre à dire non. Alors, apprendre des exemples pour quelqu'un qui a un driver fait plaisir, c'est pas facile, mais c'est possible, ça se fait. Donc ça va être
faut travailler là-dessus. Parce que dire non pour un fait plaisir, c'est accepter l'idée de ne pas satisfaire, de ne pas être aimé. Donc il y a un travail psychologique, on va dire, à faire là-dessus. 4 étapes très rapidement pour respecter, pour s'exprimer avec empathie et respect, donc de poser ses limites, qui viennent de la communication non violente, c'est l'observation des faits, l'émotion ressentie, le besoin exprimé et la demande formulée. Et ces 4 étapes doivent se suivre dans l'ordre. Souvent, très souvent, dans la communication régulière, on en saute une, on en saute deux, on en saute trois. Et si on n'exprime pas son besoin, il n'y a pas de raison que la personne l'entende. Si on ne dit pas l'émotion, c'est quelque chose qu'il faut savoir exprimer, et que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à exprimer, mais ça vous appartient. Ce n'est pas une critique de la personne qui est en face, etc. etc. Donc, un exemple, quand tu me demandes de continuer chez moi mon travail comme si j'étais au bureau, ça se l'est fait. J'ai peur de mal faire, ça vous appartient, c'est pas une critique de qui que ce soit. J'ai juste besoin d'être rassuré de savoir que c'est OK pour toi, ce que je fais. Et ma demande, je te propose qu'on fasse un point formel chaque lundi matin. Vous voyez, si on n'exprime pas ça comme ça, ben, il n'y a pas de point formel chaque lundi matin et on reste avec son stress de crainte de peut-être de mal faire. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent, pardon, et au travers de méthodes qui sont la communication non violente, le DESC, les FAST, peu importe, il y a différentes méthodes, mais qui permettent de travailler sur cette capacité à communiquer avec clarté dans le respect de soi-même et dans le respect des autres. Sabine? Et donc, le dernier point, c'est donc la réévaluation cognitive ici du stress, donc justement pour percevoir différemment la situation. Et là, donc, il y a une méthode aussi, un outil qui est très, très, très efficace. On a tous, et malheureusement pour tout le monde c'est pareil, il y a nos cercles de nos préoccupations. C'est un cercle qui est grand, où donc on y met, aujourd'hui c'est quand est-ce que ça va se terminer, comment ça va se terminer ce confinement, mon entreprise, j'ai plus de chiffres, l'école, quand est-ce que les enfants vont reprendre l'école, on peut plus voir les amis, on peut plus sortir, ou alors aussi on peut être en chômage partiel, donc là en inactivité, et c'est pesant de rien faire. Et on tourne ça, dans notre tête, ça tourne en boucle tout le temps, on rumine, on rumine. Et quand on rumine comme ça ces choses-là, et ben ce cercle il grossit malheureusement, et votre stress monte, dure, et donc on va finir, comme on disait tout à l'heure, si on ne fait rien, et ben on va s'épuiser, et on va finir à une situation extrême. Donc, heureusement, ce cercle, en fait, il peut ne pas être infini, comme je le disais. Il y a un moyen, c'est qu'on peut faire des choses, on peut agir sur les choses. Donc, c'est le cercle d'influence. Moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que cette période de confinement, elle se passe au mieux? De toute façon, c'est là. C'est tout, il faut faire avec. Même chose pour la météo, il pleut, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de voiture, vous allez au travail à pied. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas chez vous, vous prenez votre parapluie et puis vous y allez. Donc, même chose, c'est ça, le cercle des influences, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi? Et donc, c'est cette réévaluation cognitive des choses pour qu'en fait, cette situation devienne moins stressante. Donc, pour revenir à cette période actuelle de confinement, bon, il y a le confinement en lui-même, hein, de rester chez soi, et qui fait que ça va se terminer sans doute plus vite, on espère, en tout cas, tout ce qui est respect des gestes barrières, mais aussi prendre soin de soi et de son chez-soi, puisque c'est une période, on n'a jamais connu cette période de rester chez nous, donc il faut en profiter pour faire des choses que d'habitude on n'a pas le temps de faire des pauses, donc de prendre du temps pour soi et pour les autres, et aussi de responsabiliser et déléguer. Et vous verrez que ce cercle, donc du coup, d'influence va prendre plus de place par rapport à votre cercle de préoccupation, et ça va permettre
donc de réduire, de faire descendre votre stress. Et donc, s'occuper de soi, on disait, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul aussi. Eh ben, il y a plusieurs pratiques, hein. On en voit beaucoup d'ailleurs, il y a plein de possibilités sur le net, hein, de faire de la relaxation, des séances de méditation en ligne, des cours de pilates, de yoga, du qigong. Et d'ailleurs, donc en méditation, nous, on utilise pas mal et qui est très bien fait, il y a Petit Bambou, si vous connaissez ou pas. Après, il y en a d'autres aussi, hein. Vous pouvez très bien, dans les questions, si vous voulez, vous, si vous utilisez d'autres choses, dites-le nous. Si vous avez des choses à nous recommander, allez-y, n'hésitez pas, hein. Il y a la cohérence cardiaque, il y a des sites de cohérence cardiaque, là c'est Symbiophie. Donc là, c'est par la respiration. Vous avez il y a deux chez Symbiophie, vous tapez sur Google Symbiophie, le Safari ou le jardin aussi. Donc la cohérence cardiaque, c'est mettre en cohérence notre rythme cardiaque et, et nos pensées. Parce qu'en fait, vous savez que la pensée influe sur notre rythme cardiaque et du coup, le rythme cardiaque change tout le temps et c'est un facteur de stress. Donc, c'est de mettre en cohérence nos pensées et nos rythmes cardiaques. Et 5 à 10 minutes de cohérence cardiaque par jour, ça vous permet, au niveau concentration et au niveau efficacité, d'être efficace pendant 4 heures. Donc, quand vous sentez mentalement fatigué, pas capable de vous concentrer, etc., allez sur une appli, sur l'appli Safari, où plus c'est sympa, c'est des animaux, etc., dans le désert qui vont boire, et puis si on n'est pas en cohérence, ils s'éloignent, enfin voilà. Après, il y a donc le Pilate, et puis moi sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien à la fin, vous avez des liens à la fin, j'ai une chaîne YouTube à toute forme coaching, où vous retrouvez des séances de Pilate ou des routines matinales. Puis il y a le yoga, il y a le qigong aussi, vous avez des tas de cours proposés en ligne actuellement. Et puis aussi, d'autres plaisirs, Xavier, vas-y. Eh ben oui, on peut s'occuper évidemment de soi, prendre soin de son corps, hein. Écouter de la musique, lire, avoir une activité artistique, c'est l'occasion de ressortir les pinceaux ou tout ce que vous voulez, d'évoquer des souvenirs, de ressortir des albums, de préparer, d'imaginer des nouveaux projets, de cuisiner, de voir ses amis en visio ou sa famille, faire des activités en famille. On a fait du karaoké, des jeux de société, des puzzles. Voilà, ça peut être très sympa. Bricoler, jardiner, coudre, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Bouger, évidemment, faire de la marche, même si c'est quand on peut, quand même, un peu, ou même autour de rond, hein. Courir, danser, on peut faire plein de choses, en fait, même en étant confiné. Donc, alors, et justement, avant de nous quitter, Sabine, tu vas nous faire peut-être oui, il nous reste quelques instants. Un petit exercice de relaxation. On va prendre un petit temps 3 minutes de relaxation, de respiration, pour se relier à soi et à sa respiration. Et justement, pour quand on a toutes ces pensées qui nous envahissent tout le temps, j'espère pouvoir, avec ces 3 minutes, vous faire prendre conscience que grâce à la respiration, à l'ancrage et au centrage sur soi, ces pensées, elles peuvent être volatiles et ne pas toujours être là. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre fauteuil. Il faut que vos pieds soient au sol, hein, parce que moi, je sais que je lève, je fais son écran. Souvent, mon fauteuil haut pour travailler. Donc là, il faut bien avoir les plantes de pied bien appuyées sur le sol. Soit vous appuyez sur le dossier de votre fauteuil, soit vous êtes un peu en avant. Ce qu'il faut, c'est par contre ne pas s'avachir dans le fauteuil. C'est que vous grandissez, vous allongez bien votre dos, vous poussez le sommet du crâne vers l'assiette. Vous mettez vos mains soit sur les bras, sur les accoudoirs si vous en avez, ou si vous préférez, une main sur chaque cuisse. Puis vous fermez tranquillement les yeux. Et là, vous commencez à vous centrer sur votre respiration. Vous inspirez par le nez, vous sentez l'air entrer par vos narines et quand vous expirez, vous sentez l'air qui ressort soit par la bouche, soit par les narines. Et vous vous mettez en lien avec cette respiration. Quand vous inspirez,
Vous sentez l'air qui rentre par les narines et qui descend dans votre gorge. Et vous soufflez et l'air remonte par la gorge. Puis vous prenez conscience aussi de votre ventre. Vous pouvez poser une main sur votre ventre si vous voulez, qui se gonfle quand vous inspirez. Et votre ventre qui se dégonfle. Et puis à chaque inspiration, à chaque expiration, vous voyagez avec votre respiration dans votre corps. Vous inspirez, l'air entre par le nez, descend dans votre gorge, jusqu'au poumon et votre ventre se gonfle. Et vous expirez, le ventre se dégonfle, l'air remonte par la poitrine et la gorge et ressort soit par votre bouche, soit par vos narines. Continuez et visualisez votre inspiration et votre expiration. Si vous avez du mal à la visualiser, allez-y. Amenez une petite couleur de lumière jaune ou une couleur qui vous plaît, la couleur verte de la nature ou bleue de la mer. Choisissez une couleur et sentez cette énergie à l'inspiration qui rentre par vos narines, descend au niveau de la gorge, de la poitrine, jusqu'au poumon et se diffuse dans tout votre corps. Et quand vous expirez, sentez cet effet de relâchement de votre corps. À chaque expiration, un petit peu plus. Si des pensées viennent à votre esprit, n'hésitez pas à bien vous relier à votre respiration. Soyez dans votre respiration, laissez les pensées passer. Reliez-vous à nouveau avec votre respiration. Continuez comme ça et prenez conscience des différentes sensations de votre corps, les pieds en contact avec le sol, vos fessiers en contact avec le fauteuil, votre dos. Sentez vos épaules. Est-ce que vous sentez des tensions? Vous pouvez très bien sentir des tensions, soit dans les épaules, le dos, la nuque, mais vous ne les jugez pas, juste elles sont là. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous allez sentir que ces tensions vont diminuer, s'atténuer, ou pas. Mais c'est pas grave. C'est qu'elles sont là, et elles sont là, mais vous ne les jugez pas. Et à chaque fois que des pensées viennent à votre esprit, reliez-vous à nouveau avec votre respiration. Soyez dans votre respiration. Inspirez, expirez, ressentez ce flux coloré pénétrer en vous. Faites encore 2 inspirations, expirations, comme ça. Puis reprenez tranquillement une respiration un peu plus rapide. Commencez à bouger vos pieds, votre nuque. Et quand vous souhaitez, je vous invite à rouvrir vos yeux et à revenir parmi nous. Voilà. Donc, voilà, ce premier webinaire pour nous. J'espère que ça vous aura été profitable. Et on va vite récapituler. Pour conclure, voilà 20 moyens de gérer le stress pendant cette période. Là, alors, probablement, vous en vivez déjà un certain nombre. Hein. Vous faites déjà, j'espère, une grande partie de cela. Je vous laisse simplement prendre connaissance de la liste. Notez, si vous voulez, simplement une idée, 2 idées, 3 choses sur lesquelles vous dites, tiens, là-dessus, ce serait mon axe d'action ou de travail. Voilà, sachant qu'il y a forcément des choses qu'on fait moins bien que d'autres. Et surtout, ne vous dites pas, il faut que je fasse tout. 2 ou 3 choses, effectivement, comme dit Xavier, et c'est déjà bien. Et c'est même super.
Voilà. Donc, bien sûr, si vous souhaitez recevoir ce qu'on vient de présenter, vous nous envoyez un petit mail, que ce soit à Sabine ou à moi. Je vous invite en tous les cas à aller voir la chaîne YouTube de Sabine parce qu'il y a des cours de pilates, des routines matinales. Voilà, il y a des choses qui vous permettent de faire ça chez vous tranquillement avec vos proches, ceux qui sont confinés avec vous si vous voulez, bien évidemment. Et puis si vous voulez travailler de façon plus intense sur la partie gestion du stress, dans la prise de recul, comment dire, sur les drivers ou autres éléments de communication, vous pouvez bien sûr me contacter aussi. Voilà. On espère vraiment que ce webinaire vous a intéressé, vous a plu. Et pour nous, c'était une nouvelle expérience sympathique. Et Sabine, Oui, je regarde les questions. Peut-être si vous voulez nous quitter, quittez-nous, il n'y a pas de souci. Mais là, on va peut-être prendre 5 minutes pour répondre à quelques questions. Où pouvons-nous positionner nos croyances, convictions, certitudes inconscientes ou préconscientes particulièrement? Ça, je pense que j'ai répondu un peu tout à l'heure sur les drivers. Effectivement, c'est là que ça joue. Hein. C'est nos croyances limitantes et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler. Hein. Voilà. Oui, une autre chose, parler avec un bon copain ou une bonne copine, ça effectivement, en ce moment, il faut organiser des Skype, des visioconférences, parce que c'est le seul moyen de se relier à soi. D'ailleurs, moi, je propose justement, éventuellement, si vous avez envie de faire du sport entre amis, en visioconférence, à jusque 4 personnes par cours, on se fait cours de pilates, ça peut être cours de sport autre si vous souhaitez. À ce moment-là, contactez-moi et si vous avez envie de faire ça, pas de souci, on peut s'organiser ça. Moi, je fais le cours et vous vous retrouvez à 3, 4, pas de souci. Et Lee nous dit aussi, je vis le jardinage et le bricolage comme offrant des métaphores de cette période, agir, être patient, faire avec les résistances. C'est sûr que bricolage, jardinage, ça nécessite tout ça. Bon, voilà. Merci à vous tous et puis bonne, très belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.